Donc le web séminaire va être enregistré, donc n'ayez pas peur. Si vous souhaitez après recevoir le replay, si vous souhaitez en fait retenir les slides, vous les aurez juste après notre présentation. Des petits rappels. Donc si vous avez des problèmes de son, mettez-vous en filaire, fermez les applications gourmandes en bande passante telles que Skype, figez la caméra pour mieux entendre si nécessaire et privilégiez Chrome ou mieux. Voilà. Donc on va commencer tout de suite sans plus attendre. Et donc hop, on arrive en fait à un petit rappel. Donc dans l'épisode 1 qui a commencé à 10h de 10 à 11, on a vu en fait comment optimiser son centre de contact. Dans cet épisode 2, on va parler satisfaction client. Donc l'objectif c'est de mettre en place une organisation orientée client. Alors au sommaire de ce web séminaire, on va voir comment mettre en place un dispositif d'écoute client, écoute collaborateur et un plan d'action. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Aurélie. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie Daniel, je suis product manager de la solution d'enquête multicanal Eloquent qui permet de mettre en place chez nos clients des dispositifs d'écoute à chaud et à froid. Donc, Frédéric Carnébet, toujours product manager aussi chez Eloquent et co-animateur de ce web séminaire. Aurélie, je te laisse peut-être parler d'Eloquent en quelques mots. Oui, tout à fait. Alors, Eloquent est un expert de la relation client depuis déjà 2001 en mode SaaS. Donc, on édite des solutions qui permettent de gérer ce dont vous avez parlé au précédent épisode, toute la partie gestion de la relation client entrante et sortante multicanal, donc la prise d'appel, de chat et d'email et le traitement optimal via aussi notamment une vision 360 du client. Une solution donc de gestion des interactions qui est couplée aussi à des dispositifs d'écoute à chaud et à froid, d'où l'intérêt d'écouter ses clients, on va le voir dans quelle mesure pour atteindre un objectif de satisfaction. Ces deux offres solutions pivots sont nourries grâce à l'analyse sémantique automatisée de tout, on va dire les corpus textuels que vous pouvez avoir pour analyser et comprendre les écrits de vos clients. Ça peut être aussi les mails, les chats, mais aussi bien sûr les avis clients, les commentaires clients qu'on va retrouver grâce à la collecte via les enquêtes de satisfaction. Et enfin, on a une application qui est notre dernière offre de monitoring du parcours client où on va avoir une vision 360 au niveau des KPI cette fois-ci, de la satisfaction client notamment. Donc le but d'Eloquent, c'est d'être facilitateur du dialogue et d'écoute entre vous et vos clients pour bien sûr dialoguer, assurer le dialogue, comprendre vos clients, les écouter et agir sur tout l'ensemble de la chaîne de la relation client. Alors oui, un petit rappel, on est très fiers d'avoir été de nombreuses fois récompensés cette année pour nos différentes solutions. La FRC, l'Association française de relations clients, nous a offert 2 récompenses. Bref Eco, le magazine Renat, nous a également récompensé il y a 2 jours. Et on a également été récompensé par le magazine Relations Clients pour toutes nos innovations au niveau de l'écoute client et de la culture client. Alors un petit rappel des épisodes précédents. Si vous avez en fait déjà suivi le premier épisode, j'espère que vous étiez nombreux, nous avions vécu la prise de poste en tant que responsable de l'expérience client par un petit personnage que vous voyez sur la droite et qui avait sa carte « Waouh, génial, je suis responsable de l'expérience client ». Il a commencé par mettre en place une photo, aller voir dans le centre d'appel, aller rencontrer des gens. Et il a commencé à optimiser son centre de contact. Maintenant, en fait, l'objectif, c'est d'être un peu plus proactif et ne plus laisser partir un client sans rien faire. Donc, on est toujours dans notre fameuse pyramide de tout à l'heure. Tout à l'heure, dans l'épisode 1, on a vu comment on allait avoir une bonne connaissance des produits et des services, améliorer les produits au niveau du centre de contact, mais également des services et des produits de manière générale. Comment on répondait au niveau d'exigence des clients sur tout ce qui est joignabilité, etc. Et là, on va faire un focus sur améliorer la satisfaction des clients. On va placer la voix du client comme un moteur d'amélioration continue et on va faire en sorte qu'on va améliorer la perception de ce que pense le client pour en déduire en fait des plans d'action stratégiques. Là encore une fois, on est dans une démarche simple pour améliorer l'expérience client. Alors, Aurélie, par où on commence? Voilà, donc Fred, déjà félicitations pour ton rôle de responsable expérience client. Et la première question que je peux te poser, c'est est-ce que tu sais par où commencer ou pas pour atteindre cet objectif satisfaction client? Ça a été un petit peu compliqué, on a fait une première étude dans le web, mais c'était un petit peu fait rapidement, on a eu un peu de qualitatif. Là, on aimerait avoir vraiment une vision beaucoup plus précise, beaucoup plus focus. Comment on fait? Comment on fait? C'est une excellente question. Alors, si tu sais pas trop par où commencer, moi, ce que je te conseille, c'est de faire une analyse de la satisfaction en dehors des interactions. Donc,
c'est une première enquête qu'on appelle à froid, barométrique, très 360 degrés. Ce sont des enquêtes en fait en termes de type ponctuel, ça peut se faire par vague ou annuel auprès d'échantillons de tes clients et avec via des questionnaires beaucoup plus longs. Le but c'est d'obtenir une vision longitudinale de l'expérience client, bien plus 360. Alors d'où le questionnaire long parce que tu vas interroger tes clients sur leur perception, sur la partie accueil, attente des livraisons du service, même post-interaction avec le service client en termes s'il y a eu de la récla, etc. Donc via cette enquête qu'on peut appeler aussi one shot, mais on peut les faire par vague, eh bien tu vas obtenir des préconisations, on va dire globales. C'est-à-dire que tu vas comprendre un petit peu ce qui se dit, la perception de tes clients, et tu vas pouvoir focaliser en fait quelques points d'attention sur certains moments du parcours où tu vas avoir un petit peu envie de creuser et te poser la question de manière très légitime, est-ce que je vais interroger mes clients à chaud, en continu, sur ces points-là. Mais d'abord, le premier truc, c'est si tu ne sais pas trop, eh bien, lancer une enquête, on va dire, très 360. Donc on fera vraiment, cette photo, on va la faire, au lieu de la faire un peu rapidement, on va vraiment faire une photo globale. Alors justement, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ben, là, après, il y a le côté, donc, si tu ne sais pas par où commencer, mais si tu sais à peu près par où commencer, tu as en gros cartographié les moments de vérité de ton parcours. Là, on voit sur le schéma que c'est représenté, ça peut être très complexe. Il y en a des tas, des moments de vérité plus ou moins. Eh bien, tu vas choisir de te dire, c'est sur ce point-là, mettons post-achat, mettons pour avoir voilà, une vision sur comment s'est passé les actes de transaction, si c'est très important pour toi et pour ta marque. Moi, ce que je veux savoir, si tu veux savoir des choses post voilà, traitement de la réclamation, faire des enquêtes à chaud de SAT pour voir comment est-ce que ça s'est passé. Ça, c'est des choses où, voilà, si tu sais à peu près par où commencer, eh bien, tu as ta cartographie, donc se poser les bonnes questions, à quel moment je vais interroger mes clients. On peut passer d'ailleurs à la suite, dans le sens où ton but, ta cartographie de ton parcours client, ça va être de définir, non pas ton parcours client, mais ton parcours d'écoute client. Oui, parce qu'on ne va pas écouter tout le temps, on ne va pas sursolliciter. Voilà, exactement. C'est des questions qu'on va se poser. Alors, en fonction du moment que tu auras choisi, déjà, par quel canal est-ce que tu vas t'adresser à tes clients? Par mail, par SMS, interactif, voilà. Popping web, si c'est pour des dispositifs d'écoute digitale, sur des bornes interactives, sur des bornes, on va dire, en point de vente physique, par exemple, sur des points de vente, des enquêtes vocales, si tu veux garder la fluidité post-interaction avec un service client, toutes ces questions sont hyper légitimes et il faut qu'elles soient posées. Une autre question que tu vas devoir te poser, c'est à quel moment dois-je écouter mes clients? Est-ce que c'est H à H+1? Est-ce qu'on peut voilà, se dire à J+1, c'est aussi, on va dire, à chaud, et vu le moment, eh bien, ça se respecte. Et puis le moment, ça va être aussi en fonction un peu de ta cible répondant. Qui est ta cible? Tes clients, quand est-ce qu'ils seront le plus à même de répondre à ton enquête? Donc effectivement, il y a le côté très à chaud, qui bien sûr va favoriser les taux de retour, mais aussi ta cible. Et puis, oui, interroger, mais pourquoi? Pour quel indicateur? Qu'est-ce qu'on peut comparer? On peut peut-être pas forcément comparer un CSAT post-interaction avec un service client où tu vas avoir de la récla. Alors, pardon, un indicateur de satisfaction, en gros, êtes-vous globalement satisfait de la prestation délivrée par nos services, par exemple. Donc, voilà, obtenir un indicateur de satisfaction, une note, obtenir un indice de satisfaction post-interaction avec un service client et post, par exemple, passage en boutique, peut-on vraiment les comparer? Sachant que pour un service client, en général, tu peux avoir beaucoup de traitements de réclamation. Donc, les indicateurs, le fait de se poser la question, qu'est-ce que je vais mesurer, pourquoi? C'est très très important, il faut que tu te poses ces questions-là. Et puis bien sûr, tu le disais tout à l'heure, donc tu es déjà bien au fait, attention à la gestion de la sursollicitation des répondants, dans le sens où si, pour obtenir cet objectif de satisfaction, il faut gérer la pression client, parce que bien sûr que le bâton de retour, ça peut être quoi? Ça peut être une diminution des taux de retour. Voilà. Donc travailler là-dessus. Et puis, ouais, après tu vas me dire, mais quelle bonne équation du coup? Eh bien, la bonne équation, on le disait tout à l'heure, c'est de lancer régulièrement, enfin de manière annuelle ou par vague, un baromètre stratégique avec une enquête à froid qui va te donner une vision longitudinale de l'expérience client, mais il faut la compléter.
par des dispositifs en continu à chaud, une fois que tu as bien vu sur quel moment est-ce que tu voudras les lancer, et aussi des dispositifs en continu plutôt à tiède, notamment post-usage produit. Dans le sens où tu vas attendre que tes utilisateurs aient consommé ton service ou ton produit avant de les interroger sur leur satisfaction vis-à-vis de celui-ci. Donc, ces trois grandes familles, on va dire, des dispositifs pour vraiment avoir une vue sur la satisfaction, ils sont très très complémentaires et puis il faut le gérer, on va dire, de manière assez optimale. Donc, si j'ai bien compris, moi, responsable de l'expérience client, pour voir l'évolution de comment on pense mon client, c'est le baromètre stratégique. Pour corriger l'insatisfaction à chaud, quand il y a un client qui n'est pas content, ça serait le dispositif à chaud. Et après, si au cours de l'utilisation, ça se passe finalement pas si bien que ça, c'est à tiède. À tiède, voilà. À tiède, alors à entendre en fonction des services et des produits, encore ça va dépendre de ton contexte. De toute façon, toutes ces règles, il n'y a pas de règle globale. Je ne peux pas te dire, la bonne maîtrise, c'est ça. Il faut que j'étudie ton secteur d'activité, ta cible répondant. Il y a plus de 20 paramètres à prendre en compte pour quand vraiment bien interroger et en fonction de ce que tu veux obtenir comme objectif. Pour l'usage du produit, juste, effectivement, ça peut se compter en semaines. Voilà. Et puis, bien sûr, le moment est hyper important. Tu ne vas pas interroger tes clients sur l'usage du produit s'ils l'ont même pas reçu. Donc voilà, tout ça aussi, c'est bien sûr en fonction aussi de l'organisation de ton système d'information, qu'on ait bien l'information, qu'elle soit véritable et qu'on puisse interroger en bon temps et de manière cohérente. Alors, on a parlé beaucoup de boutiques, de magasins. Moi, si je suis sur Internet, comment je fais? Bah oui. Puis tu as, en fonction de ton secteur d'activité aussi, tu as des gros phénomènes qu'on appelle la digitalisation. C'est-à-dire, même ce qui va se passer en boutique ou en dehors, ça va se retrouver sur Internet. Tu as aussi, bien sûr, des clients qui sont plus enclins à exprimer ce qu'ils ont pensé de toi sur le web, sur des forums ou blogs ou pages Facebook, Twitter, réseaux sociaux, etc. Et du coup, faut pas l'oublier. Cette écoute digitale, elle est hyper importante. Donc, tu vas pouvoir aussi, franchement, ce que je te conseille, c'est d'analyser la voix du client, qui est spontanée. Donc, en gros, faire rentrer cette voix-là dans un outil de mesure pour surveiller ton réputation, savoir ce qui se dit sur ta marque. Tu vas pouvoir aussi en profiter pour adapter ta stratégie de communication en fonction de ce que tu vas pouvoir détecter. Ça, c'est important. Et puis, pas hésiter à répondre. Pas hésiter à reprendre un petit peu la main sur ce côté un peu spontané que tu maîtrises pas forcément. Voilà. D'accord. Alors, dans mon histoire, moi, je suis responsable de l'expérience client. Comme je le disais dans mon petit scénario, je suis quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans le centre d'appel. Et là, il y a une bonne question de Doriana qui me dit, et c'est de la question que je me poserai également, si je suis comme ça, pas un spécialiste, comment je fais? Pas un spécialiste. Est-ce que j'ai de l'aide, de l'accompagnement Ah bah oui, bien sûr, il en faut tout le temps. Il faut tout le temps être accompagné. Là, ce qu'on me donne, ce que je te donne, c'est des conseils un petit peu génériques, mais ça se fait vraiment cas par cas. Il faut prendre un petit peu les tenants et les aboutissants pour que tu aies la meilleure analyse possible. Et donc, pouvoir en déduire les plans les plus, mais on y reviendra plus donc tard. Éloquent. Et tout à fait. Mais juste autre chose sur l'écoute digitale, aujourd'hui, tu as aussi la partie, tu as beaucoup de monde sur ton site web, et il va falloir aussi écouter les clients quand ils sont dans un parcours client web, un parcours client physique, mais aussi web. Donc, pour vraiment optimiser et améliorer ce parcours web, il faut bien sûr déclencher des enquêtes qu'on appelle des enquêtes pop-in web pour collecter, encore une fois, une note, un indicateur, mais aussi des commentaires via le canal d'expression comme pour une enquête classique. Et il va falloir les déclencher au bon moment, encore une fois, tout est question de bon moment. Par exemple, si tes clients ont fait un acte qu'on dit transactionnel, un achat, etc., voir un peu comment ça s'est passé pour savoir ce qui va ou ce qui va pas, et puis augmenter aussi les taux de conversion, prendre les bonnes décisions pour améliorer ton site web. Tu peux aussi obtenir des choses un peu plus globales sur l'ergonomie du site. Et là, le but, ça va être de limiter les taux de rebond, que les gens sortent de ton site, etc. En gros, c'est comprendre cette écoute digitale, le pourquoi les prospects ne sont pas transformés aussi sur ton site web. D'accord. Voilà. Donc, comme on le disait auparavant, et c'est la question de Doriana, oui. Chez Éloquent, est-ce qu'on a de l'accompagnement là-dessus si on n'est pas un spécialiste comme moi et qu'on était dans le domaine du centre d'appel? Est-ce qu'on a aidé? Bien sûr, vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Alors chez Éloquent, on a des CX consultants qui sont aussi des chargés d'études, elles ont une double casquette. Et donc elles accompagnent ce qu'on appelle un CX, lors du CX programme, c'est le programme d'accompagnement sur mesure Éloquent qui s'adapte à tes contraintes, à ton secteur d'activité, à tes problématiques, et bien sûr pour proposer le meilleur dispositif en fonction de tes objectifs.
Alors là, j'ai recueilli des avis. Oui. Alors, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et c'est ça. Pour ton objectif satisfaction, il faut savoir quand même que tu as 3 leviers d'action possibles. Stratégique, managérial et beaucoup plus opérationnel. Donc, on va le voir. Tout d'abord, via ce que tu as pu collecter, en fait, il faut savoir que dans une question ouverte, même si tu interroges ton client post-interaction avec un service client ou post-réception d'un colis, etc., en fonction du moment, tu as une question ouverte qui va venir expliquer la note. Ouais. Voilà, tu vas dire en quoi pourrions-nous nous améliorer, etc., ou qu'avez-vous pensé de... Je ne suis pas satisfait, ça se passe vraiment pas bien, et j'explique derrière. Voilà, t'expliques derrière, c'est ce que font en général les gens. Et la chose étant, c'est qu'on ne peut pas contrôler ce canal d'expression qui est très libre. C'est une porte ouverte, on vient solliciter quelqu'un et il va pouvoir s'exprimer sur... Ok, le moment qui vient de passer avec la marque, mais aussi tout autre moment. On va pouvoir parler de ton prix, de ton produit, alors qu'à la base, par exemple, tu l'as juste demandé s'il était satisfait du traitement de sa réclamation. Donc, le fait d'exploiter les feedbacks clients en termes d'avis, contenu textuel et puis expression libre, ça va permettre il faut le regarder. Et puis aussi, il faut voir un peu l'opinion, le sentiment qui est associé à ce qu'on dit. Dans un verbatim client, un commentaire client, le client peut évoquer différents moments du parcours et puis à chaque fois dire s'il est content, pas content. Par exemple, j'ai bien aimé le produit, mais par contre, le conseiller était super mal poli en boutique. Exactement. Et donc, quand tu as ce genre d'informations, ce qu'on peut faire, c'est bien sûr compter le nombre de fois où on parle de la compétence du conseiller, du produit, du prix, etc. Et puis voir à peu près, en gros, la tonalité. Si c'est une opinion positive, négative, etc. Et ce qu'on voit à l'écran ici, en gros, c'est qu'on est capable de redessiner le parcours client, mais d'un point de vue perception client. C'est la perception, c'est l'expérience vécue, et on est capable de voir à peu près, même très très exactement, puisqu'on y corrèle la note associée, si c'est un chantier prioritaire. Par exemple, ça a été cité beaucoup de fois que la compétence du conseiller n'est pas à la hauteur, avec une tonalité très très négative, et avec une note à chaque fois associée qui est très mauvaise. Donc on est capable de dire ici c'est un chantier prioritaire en termes de déduction de plan d'action. On est capable aussi de détecter les meilleures pratiques qui sont pratiquées sur l'ensemble de la chaîne du parcours. Donc ça va être des choses où c'est cité avec une opinion extrêmement positive. Donc, parfois ça peut être juste même des signaux faibles, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont très contents d'un petit truc et qui finalement n'est pas diffusé à l'ensemble des gens. Voilà, exactement. Et tu as donc la partie signaux faibles, par contre, c'est là où ça va être très négatif, mais peu cité. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance à avoir. Et puis tu as des chantiers à éviter. Les chantiers à éviter, c'est quand on en parle énormément de quelque chose, que ça se passe très bien, donc il n'y a rien à faire. Voilà. Et le best practice, on en parle moins, avec beaucoup, par contre, quand on en parle en extrêmement positif, et la note associée est très positive. Voilà. D'accord. Donc là, on a vu une petite représentation dans les outils de cette fameuse analyse sémantique. Mais voilà. Le plan d'action, là. Exactement. Les plans d'action, comment tu fais? Eh bien, tout ce qui est, comme je le disais, c'est exprimé, on sait à peu près, on sait exactement dire quand on parle de compétences conseillées, etc. Et on est capable de voir si la tonalité est positive ou négative. Donc, il faut étudier tout ça sur des points de parcours pour savoir où placer ses efforts. Donc, l'analyse sémantique qui vient vraiment analyser tout ça de manière automatisée, elle permet de déduire des plans d'action et de savoir où placer le curseur pour toi en tant que responsable. Sur quoi est-ce que tu dois agir? Par exemple, ici, on voit que tu as toute la partie prestation client qui est mauvaise. Et là, tu vas aller regarder sur là où tu dois agir, où il y a le plus de rouge. Il y a des gens qui sont furieux, ça va pas du tout. Exactement, il va falloir se concentrer là-dessus et étudier un peu ce qui se dit. D'accord. Donc là, ça permet de nous prioriser ces idées. C'est ça. Et donc voilà, donc tu vas pouvoir en déduire des évolutions des process internes, donc comme on disait, sur les chantiers prioritaires, les bonnes pratiques à homogénéiser, mais aussi accompagner tes équipes. Tu vas voir par exemple, quand on dit la compétence conseiller, souvent il y a des gens qui précisent, qui vont très très précisément dire j'ai pas eu les infos. C'est la conseillère de la boutique de Marne-la-Vallée. En général, ils s'expriment tout le temps sur ce qu'ils n'ont pas réussi à avoir et leur idée d'où ça vient. Donc tu peux aussi analyser cela et accompagner tes équipes en interne
pour leur donner les clés pour que ça se passe mieux. Et le but aussi pour toi, ça va être vraiment de viser une expérience client homogène. Tu vas voir, par exemple, il y a certaines équipes qui tournent très bien, qui sont même meilleures que les autres. Voilà, et du coup, tu vas aller voir un peu ce qui se passe, même des équipes au niveau service client, mais aussi si tu as des agences, des points de vente physiques, voir quelle boutique se débrouille mieux. Donc le but, c'est voilà, de voir un peu, d'harmoniser l'expérience client qui est diffusée et ne pas que la limiter. Exactement. Et voilà, influer un petit peu de énergie positive. Donc voilà, et puis tu as peut-être aussi la problématique, c'est de fédérer l'ensemble des collaborateurs, mais aussi des directions, des filiales et des régions autour d'un même KPI. Ça, c'est vraiment un point où là-dessus, pour obtenir ton objectif satisfaction, il faut que tout le monde aille un petit peu dans le même sens. Donc, avoir un KPI, un même KPI pour l'ensemble des filiales et des régions, c'est hyper important. Bon, ok, il y a le côté là, on le voit à l'écran ici, ça va pouvoir se benchmarker. Par exemple, un NPS agence versus un NPS région, ou une NPS région versus un NPS national, mais c'est vraiment pour impliquer l'ensemble des collaborateurs, les mettre en mouvement autour des KPI pour qu'ils puissent aussi se dire « Ah, là, je suis peut-être un peu en dessous de la moyenne, il faut voir, essayer de voir un petit peu là où je vais pouvoir m'améliorer. » Alors, donc là, on voit qu'il y a bien sûr des indicateurs qui servent donc à ce benchmarking, qui permettent de voir où on en est. Donc, on peut le voir que ça sera à la fois en version web et en version mobile quand on est, par exemple, en agence ou en mobilité, etc. Parfait. On aura les deux. Alors, justement... Voilà, j'ai détecté des points qui vont pas bien, des agences où ça va pas bien, au contraire, j'ai détecté des bonnes pratiques. Voilà, comment je fais un petit peu pour suivre comment ça se passe? Je définis quoi une cible? Dis-moi un petit peu comment ça se passe après derrière. Alors, tu peux tout à fait, en fonction de ce que tu collectes de tes résultats et les croiser en fonction des métadatas, tu peux placer des objectifs de score, des objectifs de score NPS ou CSAT. Mais aussi des choses où tu peux placer sur tes graphiques quand est-ce que tu as mis en place des plans d'action internes au sein de tes équipes, mais aussi en termes de... C'est cette fameuse petite droite là où j'avais un objectif. Là, tu as une droite d'objectifs, ça va permettre de voir si les plans de déduction que tu en as déduits, est-ce que ça a un impact ou pas sur la SAT. Et puis, par exemple, ici en bas à droite, tu vas avoir le côté vraiment, j'ai posé quelque chose, un plan dans le temps, et est-ce que vraiment ça a influencé, est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas? J'ai investi dans la formation des conseillers parce que les gens disaient que c'était passé super. Est-ce que mon NPS, Net Promoter Score, donc le bouche à oreille, grosso modo. La recommandation, est-ce que vous allez recommander la marque, etc. Est-ce que ça augmente, est-ce que ça a un impact? Donc je pourrais dire, oui, j'investis, je continue, ou au contraire, non, j'arrête et je passe à autre chose. Eh oui. C'est ça, c'est l'idée, exactement. Et puis, il y a un truc aussi, c'est qu'il faut jamais cesser d'enrichir la connaissance de tes clients. En fait, tout ce que tu vas pouvoir collecter via des dispositifs d'écoute, va falloir que tu penses à nourrir tes applications métiers, CRM, ou même tes applications de solutions de gestion d'interaction client, de contact, etc., de la note, commentaire, via surtout en posant à quel moment de l'interaction du parcours est-ce que j'ai collecté cette note et ce commentaire, cet avis. En fait, c'est vraiment considérer une enquête comme une vraie interaction, afin que tu puisses personnaliser ta relation client. Si tes conseillers, par exemple, ils sont au courant que au dernier moment, en passage en boutique, ça s'est super mal passé, il y a une très très mauvaise note avec un négatif extrêmement négatif, on se doute bien qu'ils vont quand même adapter leur discours et faire attention à mettre un petit peu plus d'empathie et puis voilà, d'y aller avec entre guillemets un peu plus de pincettes pour gérer la relation. Et même pour des points de vente physiques, si c'est possible. Alors, il y a une bonne question de Delphine qui nous envisageons de diffuser les verbatim clients sur les écrans FID des plateaux. FIP. Oui, c'est une bonne idée et c'est vrai que ça permet de donner une bonne dynamique. Et c'est vrai que nous on le propose par exemple aussi dans notre application mobile Cockpit. Les managers, les directeurs, les opérationnels peuvent avoir les verbatim des clients qui viennent dessus immédiatement. Tout à fait, Delphine. C'est une très bonne remarque. Il y a un moment où on l'aborde d'ailleurs, c'est le fait de diffuser, partager la voix du client qui va insuffler une motivation un petit peu naturelle auprès des conseillers et des équipes et qui leur fait beaucoup de bien. On y reviendra tout à l'heure. Donc là, on a vu que les enquêtes de satisfaction allaient enrichir les solutions de CRM ou tout simplement aller d'un petit peu plus d'informations. Comme ça, la prochaine fois qu'on décroche au téléphone,
on a un petit peu une idée de la température du client. Est-ce qu'il est chaud bouillant ou il est plutôt... C'est ça. Et puis d'où l'intérêt aussi des données. Hein, vous avez vu, hein, on a montré pas mal de tableaux de bord avec des données externes, entre guillemets, métadata autour de la région qui est concernée, etc. La data aujourd'hui, la donnée autour du client, elle est hyper importante en fonction de quand on sollicite. Après, souvent ce qui se passe, et on peut rassurer là-dessus, c'est que oui, mais moi, quand j'envoie mes enquêtes, eh ben, j'ai pas forcément toutes les données tout de suite par rapport aux applicatifs métiers, etc. Rassurez-vous, rassure-toi Fred, on est capable, si tu me les amènes après tes métadatas, moi je suis capable quand même de te redonner tes tableaux de bord pour que tu puisses consulter les résultats en temps réel. Alors je pense que tu parles de la pratique d'un client de chez nous qui Exactement. a des boutiques et qui fait des enquêtes de satisfaction. Alors c'est pas des boutiques, mais ce sont des centres de réparation auto, et donc lui, il va faire vraiment du très à chaud, il va, mettons, interroger post-visite en centre 1 heure après ses clients, et il n'a pas forcément tout de suite toutes les données pour pouvoir après les recroiser, les analyser dans un tableau de bord comme on vous l'a montré. Donc nous on dit, c'est pas grave, vous nous les emmenez après, nous on est capable de reconstruire. Et puis, donc pendant la nuit, hop, les données sont enrichies avec les données du CRM. Oui, même avant, au besoin, avant. À partir du moment où il les a, nous on accueille à bras ouverts. D'accord. Alors, justement, on parlera de conversation, de discussion, de gens qui donnent leur avis. Qu'est-ce qui se passe en fait là? Bah oui, parce que quand même, en fait, tu vas par exemple interroger des clients, c'est un petit peu comme si tu leur prenais un peu de leur temps. Donc puis tu rentres un peu en contact avec eux. Donc le but, c'est de ne pas sous-estimer le poids de l'enquête et vraiment de la considérer comme une conversation entamée qui va pouvoir mériter vraiment une réponse. Dans le sens où, ce que je te conseille, c'est de traiter et suivre l'insatisfaction quand tu l'as détectée, au niveau de la note, mais aussi au niveau du commentaire, quand tu détestes que des risques. C'est-à-dire des risques, par exemple, de résiliation, genre, je vais partir à la concurrence, des risques d'impayés, ça c'est aussi, ça peut mettre ton entreprise en danger, des risques juridiques, au niveau du contentieux. Ou du bad buzz aussi. Imaginons que si je leur donne pas un espace comme ça où ils peuvent se défouler grâce à l'enquête, ils auront peut-être sur Twitter et Facebook en disant j'en ai marre de l'entreprise bidule, c'est vraiment, ils m'écoutent pas du tout, je suis très mécontent de l'aller jamais chez eux. C'est ça, donc vaut mieux les interroger avant que ça n'arrive. Donc c'est dans le sens où ce que tu disais au niveau proactif, voilà, c'est entendu et c'est des choses qu'il faut faire. Et puis aussi, donc on parlait des résiliations, partir à la concurrence, etc. Ça c'est des choses où il faut pouvoir vraiment traiter et suivre via notamment le fait de rappeler un client, etc. Et puis même si tu veux vraiment être très très au courant, très à chaud, penser à mettre en place de l'alerting auprès des managers de tes équipes les plus les plus concernés au niveau du périmètre d'analyse. Quoique attention, en fonction de tel motif de sollicitation, eh bien ce client a mis peut-être une note un peu neutre, 7, 8. C'est-à-dire, c'est pas forcément positionné, ou 5 si c'est une échelle à 5, mais par contre, le commentaire est catastrophique. Il dit, je vais passer à la concurrence, etc. Donc, il faut vraiment toujours penser à bien pouvoir regarder un petit peu le traitement des insatisfactions à risque, présentant un risque. Soit tu peux le faire, alors là, on voit une interface de traitement, où on peut assigner un tracker, par exemple rappeler avec un petit commentaire, tu peux le faire via des plateformes, soit tu peux le faire par API, en fonction des règles que tu auras fixées, et bien tu vas déclencher la création d'un ticket de rappel côté CRM ou côté, par exemple, si tu es équipé d'une solution de centre de contact pour un rappel sur des équipes, etc. Je crois d'ailleurs qu'on a un de nos clients qui nous a parlé d'un record interne, je crois que c'était 13 minutes. C'est ça, entre le moment où on a détecté une insatisfaction via l'enquête et le moment où le client est rappelé. Donc ça, puis c'est un client qui est en contexte B2B, donc là où on veut prendre un soin vraiment tout particulier. Et voilà. Mais en tout cas, c'est donner aussi aux collaborateurs l'attitude, en fonction de son périmètre d'analyse, de pouvoir rappeler le client. Mais on y reviendra aussi après. Réactivité, donc l'effet wawa qui est transformé en effet waouh, parce qu'on a été capable de répondre aux clients. Donc en pratique, pour les actions correctives, donc favoriser un traitement rapide, ce qu'on disait, je vous ai parlé de 13 minutes, définir des délais de réponse pour traiter une insatisfaction détectée, assigner un traitement, vraiment être prêt pour ça, pour le conseiller à l'origine, lui donner cette latitude, par aussi le manager de l'agence, ça va dépendre en fonction de la criticité du commentaire et du risque, ou même juste par une équipe dédiée. Ça va vraiment dépendre de ton organisation. Pour résoudre l'insatisfaction du client détecté, c'est quelle attitude d'action tu vas te dire, quelle attitude je laisse à mes conseillers. Leur laisser la possibilité de remonter des bonnes pratiques, comme par exemple ils n'ont pas les outils ou les réponses à dispo pour traiter l'insatisfaction. S'ils veulent proposer des idées d'amélioration sur les process internes.
Tout ce qui est aussi leur dire, bon, sur insatisfaction détectée, eh bien, proposer un dédommagement, des gestes commerciaux qui vont bien. Résolution de l'insatisfaction aussi, c'est donner à tes équipes l'accès aux guidelines internes. De quelle posture le conseiller, ton conseiller en agence ou même en service client doit adopter pour traiter cette insatisfaction, surtout suite à un canal où il a été sollicité. Donc voilà, et par contre, ça ne peut pas se faire non plus sans accompagnement des managers, dans l'évolution de leur rôle, où voilà, il faut qu'ils soient... Ils donnent un petit peu de pouvoir de décision aux conseillers, et de peut-être pas là en contrôle, mais plutôt en accompagnement. C'est ça, encore une fois, pour libérer un peu les énergies positives. Et laisser de l'indépendance. Oui. Alors, moi je me dis, ok, très bien, là on est vraiment dans la gestion de la satisfaction, et bien entendu, il faut que les équipes d'expérience client, donc moi, responsable d'expérience client, mais aussi on fasse des retours. Donc c'est vraiment essentiel que les personnes ne soient pas uniquement dans la gestion de la satisfaction, et soient également moteurs pour envoyer en fait des suggestions, par exemple des situations récurrentes négatives, des processus à adapter, et là en fait ça doit monter en fait au niveau de l'équipe de l'expérience client pour faire en sorte qu'on ait vraiment des procédures d'amélioration continue. Et en fait, si on reprend notre petite histoire, notre conseillère qui passait son temps à appeler au téléphone et en disant « Désolé, c'est pas moi, il faut que je demande à mon chef », désormais c'est beaucoup plus simple parce qu'elle peut accorder directement des gestes commerciaux ou un retour client sans passer par des procédures longues et complexes qui génèrent en fait de l'insatisfaction client. Voilà, donc donner la parole aussi en pratique aux collaborateurs, c'est laisser la possibilité de remonter des bonnes pratiques. Donc là, on voit ici par exemple que tu peux mettre à disposition de tes conseillers des formulaires via clic qui vont s'afficher pour qu'ils puissent remonter sa bonne pratique, son idée d'amélioration sur les process, mais aussi voilà l'accès rapide aux guidelines internes. Vraiment sur comment traiter l'insatisfaction. Alors en pratique aussi, comme on le disait, c'est important que les conseillers soient moteurs. Et par exemple, dans une de nos applications mobiles, là, le cockpit, directement depuis l'application, on peut poster comme ça une remontée et on a accès en fait aux remontées à la boîte à idées des autres clients. Par exemple, il y a un de nos clients qui paye l'application, qui utilise cette application-là pour voter en fait. Et chaque mois, en fait, lors d'une réunion, ils disent bah voilà les suggestions que vous avez remontées ce mois-ci au niveau du service client, expérience client. Et dans celui qui a le plus de votes, c'est celui-là. Et on a décidé de le résoudre. Donc ça devient un véritable outil d'animation et un outil qui va en fait être moteur dans l'amélioration continue de l'entreprise. Alors Delphine, ça va vous faire écho effectivement à la voix du client partagé, c'est-à-dire faire remonter en fonction bien sûr aussi du périmètre d'analyse ou alors comme le proposait Delphine via un mur de verbatim qui peut être soit physique, si vous n'avez pas les moyens d'avoir un wallboard, si tu n'as pas les moyens tu peux tout à fait via des post-it les afficher ou des grandes feuilles A4, les imprimer, les mettre bien en visu dans les espaces de travail des collaborateurs. Donc ça c'est hyper important pour les sensibiliser déjà aussi au vocabulaire client. Qu'est-ce qui est utilisé comme mot, c'est-à-dire que si je te parle de la même manière, eh bien, on sera plus à même de se comprendre. Voilà. Donc, le jargon qui fait fuir les clients. Voilà, exactement. Donc, c'est hyper important. Et puis aussi, leur donner la perception, faire rentrer la perception client pour que les équipes puissent se mettre plus à la place des clients. Là, on revient sur les notions d'empathie qui sont aujourd'hui de plus en plus importantes dans le traitement de l'insatisfaction, mais dans la relation client aussi en général, à tous les niveaux et au moment du parcours. La voix du client partagée, oui, ça va aussi toucher la motivation. Quand on a un retour concret sur un travail, là-dessus, on est un petit peu tous pareils. Quand on a un retour hyper concret sur ce qu'on fait, eh bien, on est tout de suite bien plus motivé. Et surtout, encore plus, lorsque on est censé travailler pour le client, c'est un tiers indépendant, c'est lui qui s'exprime. Donc, du coup, ça motive les équipes, et puis c'est la culture client qui rentre dans l'entreprise, même si on en parlera tout à l'heure, mais l'orientation client, même si elle est difficile à mesurer au sein de votre entreprise, eh bien déjà de faire rentrer cette voie, il y a déjà une première étape qui est passée. Et ça fait quoi? Ça fait que il y a une implication beaucoup plus naturelle de la part des équipes lorsqu'ils lisent un petit peu ce qui se passe et puis quel effet aussi ça peut produire sur le client. Ouais, les clients ne sont pas juste des numéros, et c'est vrai qu'on l'avait avec un de nos clients qui était dans les télécoms, et avant de mettre en place tout le système d'enquête, il nous disait, voilà, un client qui n'avait plus accès à son internet ou à sa téléphonie, c'était un client qui disait qu'il était dans le noir.
Et en fait, maintenant, quand ils voient les verbatims où ils voient le client qui dit voilà, j'ai pas pu travailler pendant une journée, j'ai rien pu faire, comment je peux faire, je peux pas joindre mes clients, c'est incompréhensible. Ça change tout à fait entre un client qui dit bon voilà, il n'a pas d'accès et un client qui s'exprime et qui montre sa problématique. Donc montrer cette humanisation, montrer cette relation vraiment forte et les impacts qu'ont un problème de produit chez le client vont tout de suite donner beaucoup plus d'importance et beaucoup plus d'empathie au conseiller. Tout à fait. Le but étant de se mettre, de marcher un peu dans ses pas, quoi. Ouais. Alors, aller à la rencontre des clients, donc on a vu que beaucoup de KPI quand même auparavant, on a vu que c'est super important de mettre en place des enquêtes, mais c'est également important d'échanger et de rencontrer. Par exemple, là, notre responsable de l'expérience client va aller directement sur site rencontrer des clients en discutant avec eux. Voilà comment ça se passe, accompagner un client en vrai, ça peut être donc des visites sur site, ça peut être des clubs utilisateurs. Par exemple, chez Eloquent, nous avons mis comme objectif de mettre en place des clubs utilisateurs. Un des premiers aura lieu en début 2019. C'est parfois aussi organiser des groupes privés d'utilisateurs pour faire de la co-création et les associer aux produits pour encore une fois les fidéliser beaucoup plus. Tout à fait. Et donc, le côté aussi, voilà, la rencontre des clients, si vous ne pouvez pas le faire, voilà, c'est l'inverse. Comme on disait tout à l'heure, c'est le faire rentrer. On a un de nos clients, j'ai pensé, un grand mutualiste, qui, lui, par exemple, a un mur de verbatim concret, qui, voilà, où tous les matins, les équipes voient ce qu'ils se disent. Alors la satisfaction. Bah oui, la satisfaction, l'objectif, c'est le tien, c'est le vôtre. Elle passe aussi par celle des équipes, forcément. J'ai mis un petit hashtag symétrie des intentions. Je crois qu'on est aussi tous pareils au niveau du travail. Si on est satisfait nous-mêmes, eh bien on est capable de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc on va voir un petit peu comment concrètement est-ce qu'on peut faire. Eh bien c'est via l'écoute collaborateur. On va mesurer, notamment, alors il y a un très bel outil scientifique qui s'appelle le COS, c'est un indicateur et même toute une démarche scientifique de mesure, le Customer Orientation Score. Donc remettons à César ce qui revient à César, c'est notre ami Daniel Ray, chercheur et professeur marketing à Grenoble, qui a déposé cette méthode et qui en gros... Le but, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir sur son site web, mais c'est de mesurer vraiment l'orientation client des collaborateurs. Ça, c'est un premier point vraiment très très important à faire. On saura donc s'il y a 10% de gens qui sont très orientés clients, 50% qui sont moyennement et 10% qui sont extrêmement orientés clients. Et de là, en fait, on pourra dire est-ce qu'il faut que je fasse des investissements en formation ou pas justement. Voilà, mais concrètement, c'est voir un peu comment est-ce qu'on peut accompagner les équipes pour qu'il y ait une orientation client qui soit vraiment appliquée au quotidien. Ce que tu vas pouvoir mesurer aussi, c'est l'engagement et l'attachement du collaborateur à l'entreprise, toujours via l'écoute. Ça, c'est des choses importantes de voir si, par exemple, un collaborateur recommanderait de travailler dans ton entreprise. Ça, c'est important. Mesurer aussi, c'est autre chose, c'est la satisfaction de l'accompagnement RH au sein de ton entreprise. Voir si, voilà, ils se sentent accompagnés et pris en main. Parce que le fait d'être prise en main, ça rassure. Et quand on est confiant au travail, bien sûr, on peut tout à fait donner le meilleur de soi. Et puis, on l'a vu précédemment, mais il faut toujours le rappeler, au-delà de l'écoute, c'est en faire des propres acteurs. Vraiment leur laisser la latitude de remonter des idées d'amélioration pour se sentir mieux au travail et puis qu'ils puissent vraiment sentir qu'il y a un impact sur le fait de pouvoir modifier les cours de leur travail quotidien en termes de process, etc., quand il leur manque des choses. C'est aussi bien sûr organiser des petits déjeuners un petit peu informels avec eux, de se retrouver, des échanges de partage, des séances de partage, ça c'est hyper important. Les petits déjeuners, expérience client, comment on peut aider les clients à être plus efficaces. Tout à fait, de vraiment les écouter, mais là en plus au niveau physique, en fait, vraiment en partage. Alors attention en fait d'écouter les collaborateurs, c'est un sujet sensible. On touche des sphères très très sensibles et moi ce que je te compte, si je veux mettre ça en place en tant que responsable de l'expérience client, il faut que je fasse un peu attention à quelque chose. C'est ça, en fait, il y a différents acteurs qui vont bien sûr entrer en ligne de mire et il va falloir aussi bien faire attention à impliquer les syndicats ou les CE qui soient bien au fait, que tu sois hyper transparent et que tu fasses du sens lorsque si tu veux mesurer le COS, le Customer Orientation Score, ou même toute autre
autre enquête RH. Il faut vraiment penser à te faire accompagner par un consultant RH qui est expert dans le domaine et qui va t'aider sur la formulation des questions, sur la manière de mesurer la chose pour que les employés ne se sentent pas, on va dire, fliqués ou mais pourquoi on me pose ce genre de questions. C'est hyper important de savoir comment le faire. Et ça, il n'y a pas de secret. Il y a des personnes qui sont dont c'est le métier en fait. Alors, justement, là, on parlait de rouage. Comme disait notre DG Alain Bouvray, l'expérience client, c'est un petit peu un velcro entre ce que font les collaborateurs et ce que font les clients. Si l'un fonctionne bien avec l'autre, en fait, c'est un rouage avec un cercle vertueux. Donc, c'est vraiment important de laisser aux collaborateurs de l'autonomie, et les laisser en fait tout simplement aller chercher la satisfaction client, être créateur d'émotions et force de proposition, parce que un collaborateur qui va justement être engagé pour l'expérience client va faire en sorte que les clients soient plus satisfaits et ça va le motiver à aller encore plus loin. Donc tout simplement ce cercle vertueux va vous aider à avoir une expérience client toujours meilleure. Et si on raconte notre petite histoire, là on voyait tout à l'heure, c'est important d'aller vraiment à la rencontre des gens, puisque parfois en fait, les gens qui se sentent un petit peu abandonnés sur le terrain, on dit voilà, moi j'aurais des idées, je suis sûr qu'on pourrait faire ça fait des années que je dis qu'on doit faire ça, et parfois il y a des choses vraiment très simples, faciles à mettre en œuvre, et qui peuvent avoir un impact vraiment important au niveau des clients, mais également des collaborateurs. Alors on arrive quasiment à la fin de cet épisode 2. L'épisode 2 avait comme objectif de faire un focus sur la satisfaction client, donc la recette d'une organisation orientée client. On va maintenant vous livrer le plan d'action. Ensuite, on passera à la session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les directement dans le chat. On y répondra dans à peu près 5 minutes. Donc, votre plan d'action est très simple. Donc, cette semaine, c'est de préparer le fameux baromètre qui vous permettra en fait d'avoir une vision 360 de l'expérience client. Et là, comme disait Aurélie, on peut avoir un questionnaire plutôt long où on va rentrer dans le détail de certaines fonctionnalités du produit ou d'utilisation ou du centre d'appel, etc., etc. Donc vraiment une vision très complète qui vous permettra d'avoir une photo. D'ici un mois, là par contre, on va vraiment travailler sur la gestion de l'insatisfaction. Donc on va au moins, comme tu l'as dit, sélectionner des points clés, des moments de vérité dans le parcours client, pour en fait vérifier bien que tout se passe bien et si nécessaire, poursuivre la conversation et gérer l'insatisfaction, puisque tout simplement, on ne va pas laisser un client partir sans résoudre son problème. Troisième point, travailler sur les collaborateurs, comme tu l'as dit, alors avec toutes les précautions qu'on a bien précisées précédemment. Donc, demander leur avis aux collaborateurs. Les collaborateurs, ce sont eux qui sont vraiment en rapport direct avec les clients. Ils ont une richesse de connaissances, il faut les laisser parler, il faut savoir qu'il faut qu'ils se sentent écoutés et surtout montrer derrière qu'il y a de l'efficacité, des choses qui sont mises en place. Donc la boîte à idées, avec une incentive, vous pouvez très bien récompenser les meilleures idées, et ça, moi j'ai déjà fait dans plusieurs entreprises, et c'est vrai que quand on a un petit prix, un petit quiz, ça casse un peu la barrière, qui est de dire oh non mais de toute façon je suis pas écouté, puis bon c'est ceci, cela, je vais passer pour quelqu'un qui est un peu faillot. Non, si vous mettez un incentive, tout le monde dira bah oui mais je le fais surtout pour l'incentive. Donc n'hésitez pas à le mettre en place, ça marche extrêmement bien. Donc une semaine, un mois et 3 mois. 3 mois, qu'est-ce qu'on fait? Aurélie l'a bien dit, c'est mettre à disposition de la voix du client, donc faire entrer la voix client dans l'entreprise. Delphine en parlait tout à l'heure, elle en parlait au niveau des verbatims qu'on peut afficher. Tu parlais de ce client mutualiste dans les assurances qui affichait des verbatims avec dans un petit post-it, enfin des post-it dans ses locaux. Tout à fait, et qui ont aussi l'accès à la voix du client jusqu'au top management, jusqu'aux directions. Parce que, comme tu le disais, effectivement, les équipes qui sont toujours en interaction avec les clients, elles sont proches de ce qu'ils ressentent. On rajoute un feedback, on va dire, leur mettre à disposition le feedback à chaud où il y a un canal libre d'expression pour continuer à poursuivre cette empathie, mais le top management, il faut le rapprocher aussi de ce que disent ses clients. Donc, tout à fait, par la gestion, on va dire, des gestions des utilisateurs sur périmètre d'analyse via des applicatifs, on peut tout à fait donner un profil direction, ce qu'il a besoin de voir au niveau KPI, mais aussi au niveau verbatim. Il ne faut pas oublier que voilà, toutes les strates de l'entreprise vraiment doivent être impliquées et concernées, parce qu'une organisation culture client, si le top management n'est pas impliqué, il doit être moteur en fait. Voilà, moteur sur toute cette démarche, bien sûr.
Alors ensuite, donner accès à vos KPI à l'ensemble des indicateurs, à l'ensemble des indicateurs, à l'ensemble des collaborateurs sur leur rôle. On a parlé de boutique, on a parlé de service, on a parlé de tout ça. Puis aussi de la partie région, la partie, donc là on vient de le dire sur la partie top management, mais aussi on a certains de nos clients qui avaient des problématiques de filière qui étaient très fortes, avec un poids fort, même au niveau région, qui avaient leur propre outil et du coup chacun mesurait de son côté son propre indicateur. Avec une méthodologie différente, des indicateurs différents. Donc le but vraiment, comme ce qu'on disait tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais vraiment cette mise en mouvement, elle doit être faite. C'est pour ça que ça prend un peu de temps, ça ne peut pas se faire tout de suite. Même d'ici 3 mois, c'est un peu présomptueux. Peut-être qu'on arrivera à mettre derrière nous 1 ou 2 régions, mais en tout cas, c'est poursuivre et avoir cette inertie, de convaincre, et encore une fois, c'est de faire du sens, et ça peut être fait que par la direction, de mettre tout le monde ensemble derrière des KPI pour pouvoir vraiment avoir une vision de ce qui se passe. Alors le dernier point, donc donner l'autonomie aux collaborateurs pour les petits gestes commerciaux, on l'a dit précédemment, hein, c'est important en fait que les clients se sentent écoutés et qu'on puisse leur donner tout de suite une réponse à leurs attentes et à leurs problématiques. Alors on arrive à la conclusion de ce second épisode. Donc le but en fait c'était de vous montrer l'importance de la mise en place d'un dispositif qui va améliorer l'expérience client, améliorer les processus internes et garantir une expérience client homogène, quels que soient en fait les points de contact. Deuxième chose, détecter les clients satisfaits avant qu'ils ne partent, avant qu'ils n'aillent se plaindre sur les réseaux sociaux, avant qu'ils laissent des avis négatifs, pour désamorcer la solution, désamorcer le problème et trouver des solutions. Tout à fait. Réagir, et si possible, réagir vite, ou en tout cas dans des délais qui sont raisonnables et attendus par le client. Dernier point, tout simplement, il faut écouter les clients. À tous les niveaux de l'entreprise. Tout à fait. Et comme ça, en fait, on aura les moyens d'avoir une orientation vraiment client dans l'entreprise. C'est tout à fait. Les moyens de se les garder, c'est pas que opérationnel, c'est aussi choisir les bons combats, les bons chantiers prioritaires à adresser sur l'ensemble des plans. Donc d'où, comme on vous disait tout à l'heure, c'est un feedback collecté, une note, un commentaire, 3 leviers d'action possibles. Et puis il faut jamais oublier de tous les mettre en miroir et de tous les aligner clairement pour garder ses clients et donc garder, mais aussi, on le verra tout à l'heure, enchanter. Et enchanter, ça peut être aussi via, il y a des liens très très proches entre satisfaction et puis le fait d'être ambassadeur naturellement pour une marque, de dire très bien sur les réseaux sociaux. Un petit souci de son. Du coup, notre connexion pâle. Vous nous rejoindre. Et donc voilà, pardon. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Le fait de pouvoir, si quelqu'un est satisfait, ça va favoriser en fait la recommandation positive sans que vous n'ayez rien à faire. Et au fait, on parlait là de rétention, mais pour le coup, vous allez avoir toute la partie, si vous voulez, conquête naturelle via ce qui se dit. Ça va se faire sur les réseaux sociaux, mais aussi en termes de bouche à oreille physique, quoi. Donc ne pas hésiter à cet objectif satisfaction, à ce qu'il bien garder en tête que c'est pas que pour garder, mais aussi acquérir de nouveaux clients. Alors, donc là, on va poursuivre tout à l'heure, à 14h30, notre petite histoire. Donc là, moi, le responsable de l'expérience client, je me pose une nouvelle question, c'est, donc maintenant qu'on sait répondre aux clients, qu'on a un centre d'appel, un centre de contact adapté, on va peut-être essayer d'aller au-delà et on va peut-être essayer de leur donner une expérience client supérieure, je dirais peut-être pas exceptionnelle, mais en tout cas supérieure à la moyenne. Et donc ça va être l'objectif, comment offrir une expérience client supérieure à mes concurrents. C'est l'objectif du dernier scénario. Alors en attendant, là on a parlé beaucoup de voix du client, écouter les collaborateurs. Je crois qu'on a un programme là-dessus, c'est ça? Tout à fait. Si vous voulez faire de la voix du client une priorité, installer une culture client, oui, mais pas seul. Même on l'a vu, pour la partie collaborateur, vous avez besoin des consultants RH pour ce faire. Et puis, pour mettre en place un ensemble de dispositifs et puis d'avoir des trucs et astuces sur comment bien déployer mon dispositif d'écoute, mettre tout le monde en mouvement autour des KPI, autour de la voix du client, etc. On a par exemple au sein d'Eloquent, comme je vous le disais tout à l'heure, un CX programme, qui est une méthodologie, on va dire, adaptée à toutes ces problématiques. En fait, on s'est rendu compte que progressivement, en fait, on a un cabinet d'études internalisé, pour être tout à fait transparente, des chargés d'études, on a vu naturellement le basculement dans le fait de ne plus uniquement intervenir sur des points de méthodologie, mais aussi sur
des bonnes pratiques au niveau de l'expérience client. Ça, c'est assez naturel, hein, ça c'est venu très très naturellement. Et du coup, elles sont venues, voilà, des CX consultants qui accompagnent nos clients sur le fait de avoir une approche des chantiers prioritaires, voilà, des rapports précis, des analyses en profondeur sur les dispositifs, où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut et comment y aller, etc. Donc voilà, donc on vous invite à regarder un petit peu ce que c'est, hein, plus profondément le CX programme. bit.ly/CX programme. C'est ça. Vous pourrez télécharger en fait la fiche de présentation du CX programme, qui est un programme d'accompagnement. Alors, je crois qu'on arrive bientôt à la fin. On va arriver à la session de questions-réponses. Donc, on va essayer de prendre toutes les questions qui sont tombées lors du web séminaire. Si vous en avez, n'hésitez pas. Alors, hop, la première question est arrivée. Alors, est-ce que vous aidez vos clients à faire leurs enquêtes et à choisir le meilleur type d'enquête? C'est un peu ce qu'on a dit il y a 2 secondes. Oui, tout à fait. Alors pour ça, tout ça se pose en atelier avec un CX consultant, hein, qui va voir ce qu'on disait tout à l'heure, votre cible répondant, votre secteur d'activité, vos problématiques et vos enjeux. Tout va être mis hyper à plat, discuté pour pouvoir proposer le meilleur dispositif d'écoute client, le meilleur canal, etc. Alors, Virginie qui nous demande, est-ce que vous pouvez nous redonner le lien vers le CX programme? Oui, je vais le remettre à l'écran. Tout à fait. Donc, c'est bit.ly/CX programme. Vous pouvez le voir directement à l'écran. Donc, alors, il y a une question de Marion. Est-ce qu'un client satisfait est un client fidèle? Pas forcément. Ouais, c'est une super bonne question et pas forcément. Pas forcément. Dans les rouages je peux être tout à fait satisfait, mais parce que vous êtes dans un secteur qui est extrêmement mouvant, hein, avec une compétitivité hyper forte. C'est pas forcément pour ça qu'on va rester et on va peut-être pouvoir passer à la concurrence. D'où l'intérêt aussi de quand même mesurer non pas que la satisfaction, mais aussi tous les indicateurs autour de la propension à recommander une entreprise. Donc voilà, il n'y a pas forcément payant plus, je peux être assez satisfait, mais de l'ensemble de la marque, mais être ou être satisfait juste d'un bout de prestation, si vous voulez, d'un moment vécu, mais alors la marque, l'ensemble, c'est plus possible. Alors justement, c'est intéressant cette question-là, puisque c'est ce que l'on verra dans le web séminaire de cet après-midi à 14h30, où justement on va essayer d'aller au-delà des attentes du client et créer de l'émotion et tout simplement en faire des clients fidèles, des clients ambassadeurs. Et si vous êtes là cet après-midi chez Delphine, je crois, et en fait on va pouvoir vous donner des clés. Voilà. Alors c'était Marion, c'était Marion qui a posé cette question. Alors ensuite, pour être à l'écoute de cette team, je recommande de jeter un œil à la méthode Scrum. Il y a une petite conduite de plan de développement qui permet de créer des cercles de parole très efficaces. Tout à fait. Oui, après, alors moi en plus j'ai tendance à parler sur la partie Scrum, non pas de manière dogmatique, hein, comme une méthode, mais plutôt une approche. C'est toujours pareil. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, en favoriser les discussions, mais avoir vraiment de se dire, ne pas se contraindre, la prendre comme une approche de travail, et une approche que l'on peut adapter partout. En fait. Que l'on peut adapter partout, que ce soit en développement logiciel, puisque Eloquent applique cette méthode pour le développement de ces solutions, mais aussi d'où le fait de s'éloigner des côtés méthodes dogmatiques, mais plus vraiment comme une philosophie de vie au travail, entre guillemets. Alors, il y a Delphine qui nous pose une très bonne question. Il y a aussi les enquêtes à chaud post-appel, tout à fait. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant avec Eloquent, c'est qu'on est capable donc d'avoir avec le même outil à la fois les gestions des enquêtes classiques par email, par SMS, par message vocaux, mais également post-appel. Oui, tout à fait. Dans la continuité, dans la fluidité de l'interaction, on peut. Donc là, ça demande aussi une implication des équipes, hein, du conseiller, de prévenir. Attention, potentiellement, vous allez recevoir merci de ne pas quitter. Vous allez être interrogé, pardon. On va répondre à 2 questions. Donc, on est capable de déclencher des enquêtes vocales dans la continuité de l'appel. Alors, une question de Corinne L. Quelles sont les bonnes pratiques pour diffuser la voix du client en interne? Alors, il y en a quand même pas mal. Je vous serai il n'y a pas très longtemps. Je suis allé chez Bouygues Télécom Entreprise, qui est un de nos clients. Et donc, c'était assez intéressant. Ils avaient mis à l'entrée en fait du siège des petites banderoles où ils disaient, voilà, quand je n'ai pas la solution à un client,
je fais ci, je fais ça, je fais ça, un petit quiz de manière humoristique avec des images humoristiques qui étaient là vraiment pour rappeler en fait l'orientation client. Donc il y a énormément de choses. On a parlé tout à l'heure des ateliers, on a parlé des petits déjeuners, on a parlé de la diffusion des verbatims. Ce qui est assez intéressant, c'est également discuter et communiquer sur ce que l'on appelle les best failures. Qu'est-ce que c'est les best failures? C'est un petit peu américain et c'est assez marrant. C'est en fait montrer une situation où on n'a pas été bon et au contraire, comment on a réussi à transformer une situation où on n'était pas bon à une situation où le client est finalement super satisfait. Donc ça, en fait, c'est communiquer sur ces belles histoires. Le storytelling, raconter des histoires, c'est toujours intéressant et ça permet comme ça de donner vie et donner corps à l'expérience client. Alors une autre pratique également, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, on a parlé de l'application Cockpit qui est diffusée auprès des collaborateurs. Par exemple, encore en parler de Bouygues, Bouygues en fait qui équipe sur, je crois que c'est 400 ou 600 utilisateurs PC qui ont accès au verbatim. Et ils ont à peu près 250-300 personnes qui sont sur mobile et qui disposent également des verbatims. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'aller voir un client, ils peuvent consulter les verbatims, les avis qui ont été donnés, et ils peuvent même s'en servir pour aller voir des prospects et dire, regardez, nous on a véritablement une orientation client, on écoute nos clients, donc voilà les verbatims qui ont été donnés, les notes qui ont été données, et derrière, ils sont capables d'afficher la réponse qui a été faite. Parce que c'est pas tout de dire on écoute, mais surtout on répond. Oui, tout à fait. Après, je pense effectivement pour diffuser la culture client et la partie verbatim, je pense que Fred a tout à fait raison. C'est bon, d'ores et déjà, c'est déjà donner accès à la voix du client, mais encore faut-il que vos conseillers ou vos agences ou l'ensemble de l'entreprise y aillent. Donc effectivement, le fait faut faire du sens, simplement, comme disait Fred, avec des exemples hyper concrets sur en quoi ça peut sauver un client, en quoi est-ce que il est important d'aller voir un petit peu ce qui se passe et ce qui se dit sur vous. Alors autrement, donc, c'est vrai que là, je vais juste faire une petite parenthèse, mais on dispose également d'outils qui permettent d'aller crawler sur le web et d'avoir l'analyse en fait de ce que se dit aussi sur Internet. Dans notre prochain web séminaire, on parlera également des avis clients, qui sont également très importants et qui permettent de donner une vitrine et de donner un visage et donner une parole en fait aux clients. Et ça permet de challenger aussi les équipes. Dans une boutique, on voit qu'il va y avoir des avis qui sont publiés. Ça permet aussi de leur dire, voilà, je les pousse vers le haut, je les fais progresser vers le haut. Mais ça sera l'objet du website de 14h30. Alors tout à fait, Delphine, transformer les pépins en pépites, c'est alors je crois que vous êtes partie de la marque. Non, mais c'est extrêmement bien résumé. Oui, c'est vrai qu'on travaille, on a eu à animer avec Marie-Louis, Julien, un webinaire sur le traitement de la récla et de l'importance d'écouter ses clients, puis surtout de réagir en fonction du traitement de la récla. Donc c'est des sujets aussi qui nous animent et qui même, comme je le disais, effectivement, on a des approches de développement agile, mais aussi répondre à des usages clairs et des enjeux de la relation client. Nos roadmaps, produits, logiciels, nous en tant que product manager, on est censé, le but c'est ça, transformer le pépin en pépite et vous donner les clés pour pouvoir le faire en tout cas. Voilà, on essaye. Alors, est-ce qu'il y aurait encore une question? Les 11h56, on a encore 2-3 minutes devant nous. On est vraiment à votre disposition, n'hésitez pas à les poser. Je crois qu'il y a un petit problème sur le lien pour le CX programme. Je ne sais pas si je peux voir qu'il y a quelqu'un. Alors, on va aller tout de suite dessus, si ça s'ouvre. Hop. Donc je ne peux pas le copier. On regardera. Mais autrement, laissez-nous un petit commentaire dans le chat et dites-nous, voilà, je voudrais accéder au CX programme et on se fera un plaisir de vous faire parvenir la documentation. Bien entendu, ce CX programme, est-ce qu'il est obligatoire de se lancer tout de suite dans un CX programme? Dans quel contexte ça se met? Est-ce qu'on peut le faire en amont de son dispositif d'enquête, quand on a déjà un dispositif d'enquête, etc. etc. Le but du CX programme, c'est de vous accompagner, d'accompagner nos clients et de t'accompagner, Fred. Oui, en tant que responsable de client. De ta phase de découverte, avec des phases d'audit, ce qu'on disait tout à l'heure, auditer un peu pour qu'on puisse mettre en place un peu un parcours d'écoute client qui soit clair et défini, définir les objectifs des enquêtes, les dynamismes du questionnaire, donc ça c'est pré-lancement du dispositif. Et puis aussi, le but c'est de le poursuivre une fois qu'il est en cours, notamment pour faire des points sur des analyses en profondeur, sur quand tu as besoin d'obtenir des préconisations sur les points d'amélioration, si tu vas aller plus loin que le simple résultat de ta visualisation des résultats, des KPI.
aussi le fait de partager, que ton CX consultant partage avec toi les bonnes pratiques en termes de, par exemple, management de la satisfaction. Qu'est-ce que tu dois faire de tes insatisfaits, que faire de tes clients très satisfaits, mais aussi les partages d'innovation et d'écoute et les partages, on va dire, de marché sur les dispositifs d'écoute client en cours. C'est-à-dire, par exemple, donner des exemples, tiens, on peut pousser, on peut faire des choses mieux là-dessus. C'est vraiment rechercher voilà, en continu de la création de valeur, notamment par les partages des innovations, pardon, je vais y arriver, marché, qui sont notamment voilà, mises en œuvre chez nos clients. Alors, il y a Florence qui nous pose une question. J'ai assisté aux 2 épisodes. Comment faire pour récupérer vos 2 présentations? Florence, rassurez-vous, nos présentations seront disponibles à l'issue en fait des web séminaires. Vous pourrez les télécharger dans l'espace de téléchargement. Et puis, comme vous avez laissé vos coordonnées, vous recevrez également par email le replay vidéo ainsi que les présentations PowerPoint. Alors, voilà. Il est 11h59. Je crois on est juste bon au niveau du timing. Donc rendez-vous cet après-midi à 14h30. Vous retrouverez Aurélie avec plaisir et moi-même. Et on va parler en fait d'expérience client, peut-être pas extraordinaire, mais en tout cas supérieure. Et donc la prochaine thématique, ça va être tout simplement épisode 3, objectif enchantement. Comment délivrer une expérience client qui fera la différence. Donc si vous êtes disponible, rendez-vous cet après-midi. Sinon, n'oubliez pas de vous inscrire à ce web séminaire également pour recevoir les slides et l'enregistrement. Donc je vous souhaite peut-être un très bon appétit. Bon appétit. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.